Enfin, Tristan ne veut plus rester la fraude des cavaliers de l'Apocalypse. Oui les amis, vous avez bien entendu. Il demande enfin l'aide du plus fort des opposants d'Arthur et commence enfin son entraînement intensif avec son père. Tristan, enfin reconnu à sa juste valeur. Prochainement, Percy et sa lune de miel inattendue. Lancelot et Thétis qui travaillent en secret. Le chapitre 214 était juste incroyable et croyez-moi, il mérite absolument qu'on en parle. Alors yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue complète du chapitre 214 des 4 cavaliers de l'Apocalypse, détente et détermination. Un chapitre qui mélange parfaitement repos, stratégie et surtout détermination. Percy qui va en lune de miel, littéralement. Tristan enfin qui veut montrer qu'il peut devenir vraiment puissant et laisser derrière lui l'étiquette de fraude qu'il porte depuis longtemps. Lancelot et Thétis qui magouillent en secret, c'était juste énorme. Et croyez-moi, vous ne voulez rien manquer de tout ce qui va se passer. Bien sûr, pour ce faire, installez-vous confortablement, prenez du popcorn si vous en avez à disposition, car dans cette vidéo, on va décrypter chaque moment, chaque détail et tout ce que ce chapitre nous révèle. Croyez-moi, ça va envoyer du lourd. Aussi, avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! Et donc on démarre le chapitre avec Hauser en panique totale. Le perso accourt au château complètement affolé. Pendant ce temps, on a la réaction de tout le monde à la fameuse décision de Percy concernant Anne et Nassienne. Et bien sûr, ils sont pratiquement tous choqués de fou. Personne ne s'y attendait. On continue avec une petite discussion entre Hauser et Gila. Gila, un peu tranquille, lui fait comprendre que la décision de Percy ne la dérange pas tant que ça. Mais là où ça devient un peu intéressant, c'est qu'on apprend en même temps que Percy a littéralement demandé une lune de miel de 3 jours à Meliodas. Et le pire, c'est que Meliodas a accepté. Non mais attendez, j'ai déjà vu des persos fous dans des mangas, ça c'est commun. Mais là, Percy entre littéralement dans le top. Ce perso est fou. En fait, pour faire simple, pour lui, le simple fait qu'Anne et Nassienne aient accepté sa proposition totalement folle, ça voulait littéralement dire qu'ils se sont mariés tous les 3. Non, vraiment, Percy est fou. Perso, je ne m'y attendais pas du tout. Même si bon, je pense aussi que lune de miel, c'est juste une façon de parler. C'est probablement un peu comme Meliodas et Elisabeth à la fin de Nanatsu no Taizan qui voulaient explorer Britannia avant leur mariage. Mais si c'est réellement une lune de miel, c'est assez chaud. Aussi pour Gila, ce n'est pas si surprenant au fond. Percy reste un esprit de vie, donc il ne voit clairement pas le monde comme les humains. Mais ce qui la perturbe un peu, c'est qu'Anne, une humaine justement, ait accepté tout ça sans broncher. Bien sûr, malgré tout, ça n'enlève rien à l'inquiétude d'Hauser. Parce qu'en réalité, c'est pas tant la relation Percy-Nassienne-Anne qui le préoccupe, mais autre chose, cette fameuse histoire de lune de miel. Pourquoi? Bah on le comprend très vite quand il va directement parler à Meliodas. Il lui reproche un peu sa décision, franchement irréfléchie, d'avoir laissé Percy partir pendant 3 jours comme ça, comme si de rien n'était. Pour Hauser c'est clair, Meliodas ne saisit pas du tout l'ampleur de la situation. Il lui explique que Camelot continue de s'emparer peu à peu de Britannia encore et encore. Les chevaliers sacrés du royaume s'épuisent à force de combattre les troupes du chaos et selon lui, la seule solution maintenant c'est d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette guerre. En mode d'entrer à Camelot maintenant et ainsi de clore cette guerre interminable. Surtout maintenant que Lancelot a temporairement neutralisé les 4 périls. C'est littéralement le moment opportun d'attaquer Camelot, étant grandement désavantagé. Mais Meliodas, fidèle à lui-même, reste calme. Il lui dit son détour d'aller le leur dire lui-même, tout en lui conseillant d'ajouter dans ses dires qu'ils doivent, eux les cavaliers, continuer de se battre encore et encore jusqu'à ce que la guerre prenne fin. Car c'est littéralement ce que les mots d'Hauser sous-entendent. Sauf que vu de ce point de vue-là, c'est pas normal du tout, c'est même carrément inhumain, parce que pour rappel, ces cavaliers prophétiques ne sont pas des machines. Et justement, selon Meliodas, déjà qu'ils laissent littéralement le destin du monde entre les mains d'enfants d'à peine 18 ans, car eux ils sont pieds et mains liés, ils ne peuvent pas du tout les imposer de combattre jusqu'à la fin de la guerre, surtout qu'à cet âge-là, on est censé se chercher, pas porter la survie de l'humanité sur les épaules. Enfin, pour le lui faire comprendre directement, Meliodas lui demande simplement ce qu'il faisait lui, Hauser, à leur âge. Et là, Hauser se prend une claque de réalité. Il se rend compte qu'à 18 ans, lui, il faisait le fier d'être devenu chevalier sacré du royaume. Mais il n'avait pas le sort du monde à gérer. Alors il se calme un peu et commence à comprendre où Meliodas veut en venir. Mais attention, ça ne veut pas dire que Meliodas cherche vraiment à les faire se reposer alors que le conflit est permanent. Loin de là. Ce qu'il essaie de faire comprendre à Hauser, c'est que oui, se battre pour des idéaux comme l'humanité ou la paix, c'est noble. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'à leur époque, les péchés capitaux
chapiteaux eux-mêmes avaient quelque chose de plus, des personnes à aimer, à protéger, des liens qui donnaient du sens à leur combat. Et c'est précisément ça qui les a rendus plus forts. Et pour leur rendre plus forts à leur tour, cette nouvelle génération a aussi besoin de vivre ça à leur tour. Interdire cela à ces jeunes de 18 ans ne serait pas du tout bénéfique pour leur développement et pour le royaume de Lyonesse. Meliodas fait donc ça d'un autre côté pour leur permettre aussi de trouver ce qui les rendra plus forts, plus déterminés, car c'est grandement essentiel à leur évolution future. Et vu comme ça, la décision de laisser Percy partir 3 jours en lune de miel paraît beaucoup plus logique. Meliodas ne veut pas leur faire fuir la guerre, il veut simplement leur donner une raison de se battre autre que la survie du monde. Perso, j'ai trouvé la réflexion de Meliodas ultra logique. Il a totalement raison, parce qu'à un moment, vouloir que des gamins se battent sans jamais en vivre, sans jamais respirer, c'est juste inhumain de fou. Mais attention, la réflexion d'Hauser n'est pas tout aussi fausse. C'est vrai que ce serait peut-être le moment parfait pour attaquer Camelot. Les périls sont temporairement hors jeu, mais malgré tout, il y a aussi des facteurs qui les empêchent d'agir maintenant. Des choses qui font que Meliodas a les mains liées. Et d'ailleurs, il le fait clairement savoir. Ce n'est pas vraiment qu'il ne veut pas lancer d'offensive sérieuse contre Camelot, mais s'il le fait maintenant, il risque aussi de mettre en danger non pas Camelot ou Arthur, mais surtout ceux qu'il cherche justement à protéger. Hormis le fait aussi que les cavaliers prophétiques doivent vivre leur vie aussi. Et enfin, on apprend un petit détail intéressant et intriguant à la fois. Apparemment, Thétis bosse sous couverture avec Lancelot sur un truc. Alors là, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Perso, je ne vais pas vous mentir, je n'ai strictement aucune idée. Si vous avez des théories, allez-y, balancez-les en commentaire, car perso, je suis out. En fait, au début, j'aurais pu penser à un plan pour gérer la puissance démentielle de Lancelot. Mais franchement, j'y crois plus trop, surtout que Dubs est actuellement de leur côté. J'ai aussi envisagé un moyen de mieux combattre le chaos, mais là encore, j'ai des doutes sérieuses. Mais au moins, ce fait est probablement en lien avec Camelot, d'après ce qu'on peut noter de la situation actuelle et des dires de Meliodas. Bref, en gros, c'est le moment parfait pour que vous partagiez vos hypothèses. Selon vous, sur quoi Thétis et Lancelot pourraient bien bosser ensemble? Perso, je ne trouve pas quelque chose de cohérent en fait. Et donc, en attendant, Meliodas lui reste pragmatique. Il conseille simplement à Hauser de surveiller les mouvements de Camelot jusqu'à ce que les cavaliers prophétiques soient enfin réunis. En gros, après les fameux 3 jours de lune de miel de Percy, évidemment. Du côté de Tristan, l'ambiance est un peu plus douce. On le retrouve avec sa bien-aimée et contrairement à Percy, il a au moins la décence de faire les choses dans l'ordre. Il demande à Isolde de l'épouser une fois la guerre terminée et elle, sans hésiter, accepte. Même si c'est assez chaud de vouloir se marier à 18 ans, je dirais soit. Il fait ce qu'il veut en fait. Mais la scène devient encore plus touchante quand on voit que Chiant les espionne juste à côté. Et en entendant Tristan qu'il a repéré et dire qu'il voudrait qu'il soit présent à son mariage en tant que son meilleur ami, il est totalement ému. Évidemment, il accepte tout de suite parce que c'est littéralement son plus grand rêve en fait. Mais bien sûr, petite précision importante, sachez que si Chiant avait été une femme, son rêve aurait été clairement d'épouser Tristan, soyez-en sûrs. Il allait être la Viviane de cette histoire. Donc ça allait être chaud pour Isolde. Mais l'auteur a fait grâce de lui donner un sexe masculin, se contentant donc juste de vouloir devenir le meilleur ami de Tristan, ce qu'il a finalement réussi à faire puisque Tristan le considère désormais comme tel. Et là, c'est une belle évolution, surtout quand on repense à leur relation au début où Chiant était juste un psychopathe fini. Et donc après ça, Tristan s'en va régler quelques broutilles qu'il avait laissées en suspens pendant trop longtemps. Ils seront au château où Meliodas est en pleine discussion stratégique avec Gilsander. Et là, en voyant son fils arriver dans le château, Meliodas lui glisse calmement que sa mère est dans la cour, parce qu'il le sait bien. Si Tristan veut lui parler, ce n'est clairement pas pour lui parler directement, mais juste pour sa mère. Et mine de rien, ça montre aussi une belle évolution chez Meliodas aussi. En tant que père, il sait que Tristan ne viendra probablement jamais discuter directement avec lui, mais il ne le force pas du tout. Il respecte cette distance, tout en veillant sur lui à sa manière. En gros, en lui surprotégeant, ce qui ne plaît bien évidemment pas du tout à Tristan. Et là, on a un moment totalement inattendu. Meliodas reste bouche bée en entendant Tristan lui dire qu'il veut lui demander une faveur. Oui, à lui, Meliodas. Et sans attendre, Tristan balance qu'il veut que ce dernier l'entraîne, mais pas juste un entraînement tranquille. Non, non, non. Il veut un véritable entraînement, un entraînement à la dure. Il veut que Meliodas ne retienne aucun coup lors de cet entraînement, même s'il est son fils. Son but est clair. Il ne veut plus inquiéter ni sa mère, ni son père. Il veut se hisser au même niveau que son rival d'enfance, celui qui le surpasse largement maintenant, Lancelot. Et surtout, il veut devenir assez fort pour protéger ses amis, peu importe l'ennemi qui se dressera devant lui. Et là, Meliodas, fidèle à lui-même, tout comme Ban lorsque Lancelot avait voulu apprendre le zéro signe, apparaît soudainement derrière ce dernier, en mode aura farming, et accepte la demande sans hésiter. Ouais, c'est pas tous les jours que son fils vient lui demander un truc pareil, alors forcément, il met direct en pause le conseil de guerre avec Gilsander. Il appelle directement
Tétis qui débarque puis les téléporte vers un lieu d'entraînement parfait, un espace vide laissé derrière par Camelot en volant les terres de Britannia. Cet endroit est idéal pour leur entraînement car déjà même si les terres volées réapparaissaient, la zone ne serait pas affectée. Il n'y a aucun village aux alentours et en plus les murs ont été renforcés avec un alliage plus dur que le métal, parfait pour encaisser leurs coups sans que tout explose. Bref, c'est le terrain d'entraînement parfait. Ils n'auront pas à retenir leurs coups, ils peuvent se défouler. Tétis, elle ne perd pas de temps, elle les laisse là et repart aussitôt, visiblement pressée de continuer ce fameux travail sous couverture avec Lancelot qu'on ne connaît toujours pas d'ailleurs. N'hésitez pas à laisser vos avis sur ça putain. Et là, le vrai entraînement commence. Meliodas, posé, demande à Tristan de se donner à fond, qu'il puisse évaluer sa puissance. Tristan un peu surpris, croit qu'il peut faire le mal avec Meliodas. Il passe direct en mode démoniaque, croyant peut-être faire quelque chose. Il enchaîne avec une attaque frontale surpuissante, droit dans le visage de Meliodas. Sauf que Meliodas part le coup sans forcer. Et comme Tristan lui a dit de ne pas se retenir, et bah il s'exécute. Meliodas lui balance une patate monumentale suivie d'un enchaînement de coups surpuissants. Résultat, Tristan se retrouve en sang, complètement sonné après cette avalanche de coups. Et c'est sur cette claque monumentale au sens propre comme figuré que se termine ce chapitre. Un chapitre qui perso rentre parfaitement dans mes prévisions parce que oui, Tristan a enfin pris la meilleure décision possible pour lui, s'entraîner avec Meliodas. Et justement, ce moment avec Tristan pour moi prouve quelque chose d'assez clair que j'avais déjà déduit. Cela fait déjà un moment, mais que d'autres n'avaient pas encore la vision ou refusaient simplement de l'admettre. En fait, malgré sa perf incroyable dans la première partie de l'œuvre comparé à Percy et Govan, actuellement, pour moi, il est sans aucun doute le plus faible des cavaliers. Que ce soit Percy ou Govan, ils sont au-dessus de lui. Parce que soyons honnêtes un moment, pendant que Percy part littéralement en lune de miel et que Govan, elle, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, mais je doute qu'elle s'entraîne vraiment sérieusement comme Tristan. Pendant tout ça, Tristan, lui, est le seul des quatre qui avait urgemment besoin d'un vrai entraînement. Il connaît à peine ses propres attributs alors que Percy et Govan, eux, ont déjà une connaissance assez vaste de leur pouvoir. Percy d'ailleurs le dit lui-même à son retour, il a appris plusieurs sortes d'esprits, de vie et cherche justement à s'habituer à son corps d'adulte. Parce qu'en forme d'esprit, il n'évolue pas en fait. Et Govan, elle ne s'est pas prélassée durant le saut de temps de l'œuvre. Et dois-je vraiment vous dire ce qui s'est passé avec Tristan? Alors ouais, selon moi, à ce stade de l'histoire, Tristan est bel et bien le plus faible du quatuor actuellement, je le répète. Mais bien sûr, il ne fait aucun doute que cet entraînement pourrait changer les choses. Certains diront bien sûr que Meliodas ne peut vraiment rien apprendre à Tristan. Après tout, Tristan maîtrise déjà le contre total et possède même la marque démoniaque. Mais perso, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est clairement un stratagème de Nakaba pour faire évoluer Tristan à fond. Même si logiquement, son père ne devrait normalement pouvoir rien lui apprendre, l'auteur utilise cet entraînement comme un levier narratif pour le faire progresser, point final. Souvenez-vous juste de l'entraînement entre Percy et Lancelot. Comment Percy est-il devenu si puissant à l'épée selon vous en à peine une semaine? Dans cet univers, s'entraîner avec plus fort que soi fait évoluer et ça c'est un fait. Donc ne vous attendez pas à un Tristan gaze après tout ça. Et en plus, Meliodas c'est pas vraiment n'importe qui. Le perso a une grande connaissance des pouvoirs démoniaques, mais aussi ceux des pouvoirs de déesse, vu que sa femme en est littéralement une. Donc forcément, il pourrait aider Tristan à mieux comprendre ces deux héritages. Peut-être pas à les fusionner complètement, car je ne pense pas que ça arrivera maintenant, mais au moins à mieux les maîtriser. Et c'est justement là que se trouve le vrai problème de Tristan. Il sous-estime complètement son côté déesse. Pour lui, ce mode ne sert qu'à soigner et à lancer des attaques assez basiques, alors que non, pas du tout. Parce qu'en réalité, en termes de puissance pure, démons et déesses sont censés être sur un pied d'égalité dans cet univers. Alors pourquoi se reposer systématiquement sur son mode démoniaque dès qu'il faut se mettre à fond? C'est une erreur énorme de sa part, je pense. Tristan agit comme si son pouvoir divin était juste là pour faire joli, alors qu'en vérité, ce mode déesse devrait normalement être surpuissant et devrait même se taper sans mal avec son mode démoniaque. Alors que là, il n'y a pas de nuance. Le mode démoniaque foudre le mode déesse de Tristan. En fait, c'est pas comme si Elisabeth était justement une déesse random en fait. En termes de puissance, pour rappel, elle rivalisait déjà avec les 4 archanges eux-mêmes et certains des 10 commandements. En fait, si je me souviens bien, dans le plan de mettre fin à la guerre sainte, Gauther père l'avait mis sur un pied d'égalité avec Meliodas et Maël. Donc c'était soit elle, soit Meliodas ou Maël qu'on devait changer de perception et tout pour arrêter la guerre. Bien sûr, elle n'a jamais été mise en avant à sa juste valeur, mais ça c'est un fait intouchable. Elisabeth normalement est surpuissante. Donc si Tristan a réellement hérité de ses gènes, il ne peut pas ignorer ce potentiel latent chez lui pour juste mettre en avant à chaque fois les gènes reçus de Meliodas. Et c'est bien pour ça que je pense maintenant que Tristan est véritablement pour l'instant une véritable fraude. Il minimise trop son héritage divin et j'espère sincèrement que Meliodas va lui faire comprendre ça pendant l'entraînement et qu'à l'avenir, même en mode déesse, il sera assez puissant. J'espère qu'il n'y aura plus cette différence énorme. Et niveau puissance, perso, je pense qu'après l'entraînement, il ne
sera pas si loin que ça de Lancelot. Parce que ouais, même si certains refusent de l'admettre jusque-là, les 4 cavaliers finiront tous à un moment donné par atteindre un niveau pratiquement similaire, exactement comme les péchés en leur temps. Même si Lancelot est surpuissant actuellement, en termes de potentiel pur, je pense que les 4 se tapent sans problème. En plus de ça, le but de Tristan dans cet entraînement, c'est littéralement progresser et surtout atteindre le niveau de Lancelot. Donc bon, ne pensez pas que le niveau de Lancelot est inatteignable. À vrai dire, je ne sais pas pour vous, mais selon moi, actuellement, Percy n'est pas si loin que ça du niveau de Lancelot. Ouais, ses performances face au péril 2.0 boosté à 100% par le chaos ont été assez moyennes, je vous l'accorde. Mais on sait aussi qu'il a une grande connaissance de ses sorts d'esprit de vie et il cherche à se sentir à l'aise dans son corps. Alors ne soyez pas étonnés si on le voit bientôt dans les prochaines batailles à un niveau non loin de Lancelot. La perf de Lancelot sur les périls n'était pas si concluante que ça. En fait, sa perf n'était pas si folle, comme beaucoup essaient de le penser. J'en parlerai prochainement. Lancelot est certes surpuissant, mais certains le surhype un peu trop à mon goût. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo spéciale à ce sujet. Bref, un chapitre incroyable, surtout de par ce qu'il annonce. Tristan va peut-être enfin retirer cette banderole de fraude qu'il traîne depuis trop longtemps. Enfin, on va voir ce que peut faire réellement un Néphilim, le fils de Méliodas et Elisabeth. Et même si certains vont le critiquer parce qu'il s'est fait malmener par Méliodas en forme de base dans ce chapitre, franchement, combien de persos pensez-vous pourraient résister à un tel enchaînement de Méliodas sans s'évanouir ou mourir? Parce que oui, Méliodas n'y est pas allé doucement. Il était à pleine puissance dans sa forme de base. Et cette pleine puissance n'a suffi qu'à simplement blesser Tristan alors qu'il peut se régénérer quand il veut en fait. Donc ouais, Tristan est loin d'être en random en termes de force et de résistance. Espérons donc juste qu'après cet entraînement, il soit capable de tenir tête minimum au mode démon de Méliodas. Peut-être pas au mode assaut, mais au moins au mode marque démoniaque activé. Ce serait juste énorme. Et perso, j'y crois fortement. Le prochain chapitre a donc pour titre une relation parentale maladroite. Et ouais, ça fait clairement écho à la relation entre Tristan et Méliodas, qui soyons honnêtes, n'a jamais été vraiment normale. Tristan va probablement enfin lui dire tout ce qu'il garde au fond de lui. Mais surtout, on va peut-être enfin avoir un vrai bout d'entraînement cette fois-ci. Et pas juste un saut de temps où il revient plus fort tout en nous expliquant par la suite comment il est devenu. Comme avec Percy. Et franchement, perso, j'ai hâte de voir Méliodas exposer son fils encore et encore jusqu'à ce que Tristan commence enfin à s'adapter, un peu comme Percy face à Lancelot durant leur entraînement. Et pourquoi n'aurions-nous même pas une scène où Tristan nous révèle plus tard que le seul niveau de son père qui n'a pas pu battre était son mode assaut, ayant donc peut-être probablement vaincu le mode marque démoniaque activé de Méliodas. Ce serait juste parfait narrativement. N'hésitez vraiment pas à partager vos avis là-dessus, même si ce serait un peu redondant avec l'entraînement de Percy et tout. Perso, je kifferais donc vivement que ça se passe. Même si bon, globalement, le chapitre 214 des 4 cavaliers de l'Apocalypse marque enfin le début de l'entraînement tant attendu de Tristan, la fameuse fraude du Quatuor qui demande enfin l'aide de son père pour essayer d'atteindre le niveau de Lancelot. Et franchement, qui de mieux que le plus fort des opposants d'Arthur pour ça? Parce que oui, la seule personne qui empêche Arthur de véritablement s'emparer de Britannia, c'est Méliodas. Arthur le considère même avec Elisabeth comme ses ennemis jurés. Espérons donc qu'après cet entraînement, Tristan puisse au moins tenir tête au mode démoniaque de son père, même s'il n'atteint pas le mode assaut, bien évidemment. Pendant ce temps, Percy part en lune de miel avec ses 2 conquêtes. Le mec est totalement fou, mais il faut quand même s'y habituer. Et du côté de Govan, mystère total. Quant à Lancelot et Tétis, on se demande bien sur quoi ils bossent ensemble. Toutes ces questions restent encore en suspens, mais espérons que Nakaba nous éclaire bientôt. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous la faire. Comme d'hab, pas de vous la monter, bien évidemment, c'était chiant à monter. Pour le soutien, vous connaissez la chanson, abonnez-vous en max, explosez les likes, partagez et surtout balancez vos avis en commentaire. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne et ça fait toujours plaisir de voir que vous kiffez en fait. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, portez-vous très bien jusqu'à la prochaine vidéo. Bonne continuation à toutes et à tous, peace.